Rentrons ici, nous serons beaucoup mieux. Il n'y a plus autour de nous personne de suspect et nous pouvons parler librement. Oh, oui, madame, mon frère m'a fait confidence de la passion qu'il a pour vous. Je sais les chagrins et les déplaisirs que sont capables de causer de pareilles traverses. Et c'est, je vous assure, avec une tendresse extrême que je m'intéresse à votre aventure. C'est une douce consolation que de voir dans ses intérêts une personne comme vous. Et je vous conjure, madame, de me garder toujours cette généreuse amitié, si capable de m'adoucir les cruautés de la fortune. Vous êtes par ma foi de malheureuses gens l'un et l'autre de ne m'avoir pas avant tout ceci averti de votre affaire. Je vous aurais sans doute détourné cette inquiétude et n'aurais point amené les choses où l'on voit qu'elles sont. Que veux-tu? C'est ma mauvaise destinée qui l'a voulu ainsi. Mais, belle Marianne, quelles résolutions sont les vôtres? Hélas, suis-je en pouvoir de faire des résolutions? Et dans la dépendance où je me vois, puis-je former que des souhaits? Point d'autre appui pour moi dans votre cœur que de simples souhaits? Point de pitié officieuse? Point de secourable bonté? Point d'affection agissante? Que saurais-je vous dire? Mettez-vous en ma place et voyez ce que je puis faire. Avisez, ordonnez vous-même. Je m'en remets à vous, et je vous crois trop raisonnable pour vouloir exiger de moi que ce qui peut m'être permis par l'honneur et la bienséance. Hélas, où me réduisez-vous que de me renvoyer à ce que voudront me permettre les fâcheux sentiments d'un rigoureux honneur et d'une scrupuleuse bienséance? Et que voulez-vous que je fasse? Quand je pourrais passer sur quantité d'égards où notre sexe est obligé, j'ai de la considération pour ma mère. Elle m'a toujours élevée avec une tendresse extrême, et je ne saurais me résoudre à lui donner du déplaisir. Faites, agissez auprès d'elle, employez tous vos soins à gagner son esprit. Vous pouvez faire et dire tout ce que vous voudrez, je vous en donne la licence. Et s'il ne tient qu'à me déclarer en votre faveur, je veux bien consentir à lui faire un aveu moi-même de tout ce que je sens pour vous. Frosine? Ma pauvre Frosine, voudrais-tu nous servir? Faut-il le demander? Je le voudrais de tout mon cœur. Vous savez que de mon naturel, je suis assez humaine. Le ciel ne m'a point fait l'âme de bronze et je n'ai que trop de tendresse à rendre de petits services. Quand je vois des gens qui s'entraînent en tout bien et en tout honneur, mais que pourrions-nous faire à ceci? Songe un peu, je te prie. Ouvre-nous des lumières. Et trouve quelque invention pour rompre ce que tu as fait. Ceci est assez difficile. Pour votre mère. Elle n'est pas tout à fait déraisonnable et peut-être pourrions-nous la gagner et la résoudre à transporter au fils le don qu'elle veut faire au père. Mais le mal que j'y trouve, c'est que votre père est votre père. Cela s'entend. Je veux dire qu'il conservera du dépit si l'on montre qu'on le refuse et qu'il ne sera point d'humeur ensuite à donner son consentement à votre mariage. Ce qu'il faudrait pour bien faire, c'est que le refus vint de lui-même. Et tâchez par quelque moyen de le dégoûter de votre personne. Tu as raison. Oui, j'ai raison, je le sais bien, c'est là ce qu'il faudrait. Mais le diantre est d'en trouver les moyens. Attendez. Si nous avions une femme un peu sur l'âge, qui fût de mon talent, et jouât assez bien pour contrefaire une dame de qualité, par le moyen d'un train fait à la hâte et d'un bizarre nom de marquise ou de vicomtesse que nous supposerions de la Basse-Bretagne, j'aurais assez d'adresse pour faire accroire à votre père que cette personne serait riche, outre ses maisons, de 100 000 écus en argent comptant, qu'elle serait éperdument amoureuse de lui et souhaiterait de se voir sa femme jusqu'à lui donner tout son bien par contrat de mariage, et je ne doute point qu'il ne prêtât l'oreille à la proposition, car il vous aime fort, je le sais bien, mais il aime un peu plus l'argent. Et quand ébloui de ce leurre, il aurait consenti une fois à ce qui vous touche,
Il importerait peu ensuite qu'il se désabusât, hein, en venant à vouloir voir clair aux effets de notre marquise. Tout cela est fort bien pensé. Laissez-moi faire, je viens de me ressouvenir d'une de mes amies qui sera notre fête. Sois assurée, Frosine, de ma reconnaissance, si tu viens au bout de la chose. Mais, charmante Marianne, commençons, je vous prie, par gagner votre mère. C'est toujours beaucoup faire que de rompre ce mariage. Faites-y de votre part, je vous en conjure, tous les efforts qu'il vous sera possible. Servez-vous de tout le pouvoir que vous donne sur elle cette amitié qu'elle a pour vous. Déployez sans réserve les grâces éloquentes, les charmes tout-puissants que le ciel a placés dans vos yeux et dans votre bouche. Et n'oubliez rien, s'il vous plaît, de ces tendres paroles, et de ces douces prières, et de ces caresses touchantes, à qui je suis persuadé qu'on ne saurait rien refuser. J'y ferai tout ce que je puis et n'oublierai aucune chose. Oui. Mon fils baise la main de sa prétendue belle-mère. Et sa prétendue belle-mère ne s'en défend pas fort. Y aurait-il quelque mystère là-dessous? Voilà mon père. Le carrosse est tout prêt. Vous pouvez partir quand il vous plaira. Puisque vous n'y allez pas, mon père, je m'en vais les conduire. Non, demeurez. Elles iront bien toutes seules. Et j'ai besoin de vous. Oh ça, intérêt de belle-mère à part. Que te semble à toi de cette personne? Ce qui m'en semble. Oui, de son air, de sa taille, de sa beauté, de son esprit. Là, Mais encore, vous en parlez franchement. Je ne l'ai pas trouvé ici ce que je l'avais cru. Son air est de franche coquette. Sa taille est assez gauche, sa beauté très médiocre, et son esprit des plus communs. Ne croyez pas que ce soit mon père pour vous en dégoûter, car belle-mère pour belle-mère, j'aime autant celle-là qu'une autre. tu lui disais tantôt Je lui ai pourtant, dit quelques douceurs en votre nom, mais c'était pour vous plaire. si bien donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle. Moi, point du tout. J'en suis fâché, car cela rompt une pensée qui m'était venue dans l'esprit. J'ai fait, en la voyant ici, réflexion sur mon âge, et j'ai songé qu'on pourra trouver à redire de me voir marié à une si jeune personne. Cette considération m'en faisait quitter le dessein. Mais comme je l'ai fait demander et que je suis pour elle engagé de parole, je te l'aurais donné, sans l'aversion que tu témoignes. À moi? À toi, En mariage? en mariage. Écoutez, il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût, mais pour vous faire plaisir, mon père, je me résoudrai à l'épouser si vous voulez. Moi, je suis plus raisonnable que tu ne le penses. Je ne veux point forcer ton inclination. Pardonnez-moi, je me ferai cet effort pour l'amour de vous. Non, un mariage ne saurait être heureux où l'inclination n'est pas. C'est une chose, mon père, qui peut-être viendra ensuite. Et l'on dit que l'amour est souvent un fruit du mariage. Non, du côté de l'homme, on ne doit point risquer l'affaire. Et ce sont des suites fâcheuses où je les garde de me commettre. Si tu avais eu quelque inclination pour elle, à la bonne heure, je te l'aurais fait épouser au lieu de moi. Mais cela n'étant pas, je reviendrai à mon premier dessein. Je l'épouserai moi-même. Eh bien, mon père, puisque les choses sont ainsi, il faut vous découvrir mon cœur, il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime depuis un jour que je la vis dans une promenade. Que mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme, et que rien ne m'a retenu que la déclaration de vos sentiments et la crainte de vous déplaire. Lui avez-vous rendu visite? Oui, mon père. Beaucoup de fois? Assez pour le temps qu'il y a. Vous a-t-on bien reçu? Fort bien, mais sans savoir qui j'étais, et c'est ce qui a fait tantôt la surprise de Marianne. Lui avez-vous déclaré votre passion et le dessein où vous étiez de l'épouser? Sans doute, et même j'en avais fait à sa mère quelque peu d'ouverture. A-t-elle écouté pour sa fille votre proposition? Oui, fort civilement. Et la fille correspond-elle fort à votre amour? Si j'en dois croire les apparences, je me persuade, mon père, qu'elle a quelque bonté pour moi. Je suis bien aise d'avoir appris un tel secret. Et voilà justement ce que je demandais. Si, mon fils, savez-vous ce qu'il y a? Non. C'est qu'il faut songer, s'il vous plaît, à vous défaire de votre amour, à cesser toutes vos poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi, et à vous marier dans peu avec celle qu'on vous destine. Oui, mon père, c'est ainsi que vous me jouez. Eh bien, puisque les choses en sont venues là,
Je vous déclare, moi, que je ne quitterai point la passion que j'ai pour Marianne, qu'il n'y a point d'extrémité où je ne m'abandonne pour vous disputer sa conquête, et que si vous avez pour vous le consentement d'une mère, j'aurai d'autres secours peut-être qui combattront pour moi. Comment? Panda, tu as l'audace d'aller sur mes brisées. C'est vous qui allez sur les miennes. Je suis le premier en date. Ne suis-je pas ton père? Et ne me dois-tu pas Ce respect? ne sont point ici des choses où les enfants sont obligés de déférir au père, et l'amour ne connaît personne. Je te ferai bien me connaître avec de bons coups de bâton. Toutes vos menaces ne feront rien. Tu renonceras à Marianne. Pas du tout. Donnez-moi un bâton, putain-le. Messieurs, qu'est-ce ceci? À quoi songez-vous? Je me moque de cela. Ah, monsieur, tout doucement. De parler avec cette impudence. Ah, monsieur de grâce. Ne l'en démentez point. Et quoi, votre père? Laisse-moi faire. Et quoi, votre fils? Encore passe pour moi. Bon, je te veux faire toi-même, maître Jacques, juge de cette affaire, pour montrer comme j'ai raison. J'y consens. Éloignez-vous un peu. J'aime une fille que je veux épouser, et le Pandar a l'insolence de l'aimer avec moi, et d'y prétendre malgré mes ordres. Ah, il a tort. N'est-ce pas une chose épouvantable qu'un fils qui veut entrer en concurrence avec son père, il ne doit-il pas, par respect, s'abstenir de toucher à mes inclinations? Vous avez raison. Laissez-moi lui parler. Et demeurez là. Eh bien, oui. Puisqu'il veut te choisir pour juge, je n'y recule point. Il ne m'importe qui ce soit. Et je veux bien aussi me rapporter à toi, maître Jacques, de notre différend. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Je suis épris d'une jeune personne qui répond à mes vœux et reçoit tendrement les offres de ma foi. Et mon père s'avise de venir troubler notre amour par la demande qu'il en a fait faire. Il a tort, assurément. N'a-t-il point de honte à son âge de songer à se marier? Lui sied-il bien d'être encore amoureux? Et ne devrait-il pas laisser cette occupation aux jeunes gens? Vous avez raison, il se moque. Laissez-moi lui dire 2 mots. Eh bien, votre fils n'est pas si étrange que vous le dites. Et il se met à la raison. Il dit qu'il sait le respect qu'il vous doit, qu'il ne s'est emporté que dans la première chaleur, et qu'il ne fera point refus de ce que vous voudrez lui faire faire, pourvu que vous vouliez le traiter mieux que vous ne le faites, et lui donner quelques personnes en mariage dont il est lieu d'être content. Oh, dis-lui, maître Jacques, que moyennant cela, il pourra espérer toutes choses de moi. Et que, hors Marianne, je lui laisse la liberté de choisir celle qu'il voudra. Laissez-moi faire. Eh bien, votre père n'est pas si déraisonnable que vous le faites. Et il m'a témoigné que ce sont vos emportements qui l'ont mis en colère, qu'il n'en veut seulement qu'à votre manière d'agir, et qu'il sera fort disposé à vous accorder ce que vous souhaitez, pourvu que vous vouliez vous y prendre par la douceur, et lui rendre les déférences, les respects et les soumissions qu'un fils doit à son père. Ah, maître Jacques, tu peux lui assurer que, s'il m'accorde Marianne, il me verra toujours le plus soumis de tous les hommes et que jamais je ne ferai aucune chose que par ses volontés. Cela est fait, il consent à ce que vous dites. Voilà qui va le mieux du monde. Tout est conclu. Il est content de vos promesses. Le ciel en soit loué! Messieurs, vous pouvez parler ensemble. Vous voilà d'accord maintenant. Et vous alliez vous quereller faute de vous entendre. Oh, mon pauvre maître Jacques, je te serai obligé toute ma vie. Non, il n'y a pas de quoi, monsieur. Tu m'as fait plaisir, maître Jacques. Et ceci mérite une récompense. Ah, je m'en souviendrai. Je t'assure. Je vous baise les mains. Je vous demande pardon, mon père, de l'emportement que j'ai fait paraître. Cela n'est rien. Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Et moi, j'ai toutes les joies du monde de te voir raisonnable. Oh, quelle bonté à vous d'oublier si vite ma faute! On oublie aisément les fautes des enfants lorsqu'ils rentrent dans leurs devoirs. Quoi? Ne garder aucun ressentiment de toutes mes extravagances? Et c'est une chose où tu m'obliges par la soumission et le respect où tu te rends. Je vous promets, mon père, que jusqu'au tombeau, je conserverai dans mon cœur le souvenir de vos bontés. Et moi, je te promets qu'il n'y aura aucune chose que de moi tu n'obtiens. Ah, mon père, je ne vous demande plus rien. Et c'est m'avoir assez donné que de me donner Marianne. Comment? Je dis, mon père, que je suis trop content de vous et que je trouve toute chose dans la bonté que vous avez de m'accorder Marianne. Qui parle de t'accorder Marianne? Vous, mon père? Moi? Ben, sans doute. Comment c'est toi qui as promis d'y renoncer? Moi y renoncer? Oui. Ah, point du tout. Tu ne t'es pas départi d'y prétendre. Au contraire, je suis porté plus que jamais. Quoi?
garde! De chef! Rien ne peut me changer. Laisse-moi faire. Faites tout ce qu'il vous plaira. Je te défends de me jamais voir. À la bonne heure. Je t'abandonne! Abandonnez! Je te renonce pour mon fils! Soit! Je te déshérite! Tout ce que vous voudrez. Je te donne ma malédiction! Je n'ai que faire de vos dons. Ah, monsieur, que je vous trouve à propos, suivez-moi vite. Qu'y a-t-il? Suivez-moi, vous dis-je, nous sommes bien. Comment? Voici votre affaire. Quoi? J'ai gagné ceci tout le jour. Mais qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père que j'ai attrapé. Comment as-tu fait? Vous saurez tout. Sauvons-nous! J'entends crier! Justice! Justiciel! Je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent! Qui possède? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Arrête! Qui est-ce? Coquin! Rends-moi mon argent! C'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. J'en ai fait. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qui l'a pris? Hein? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup. Qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure. Et on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons. Je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à ma mère, fils, à fille, à moi aussi. Là, que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. Hein? De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce, si l'on sait les nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là, parmi vous? Hein? Hein? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part au survol qu'on m'a fait. Alors vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je me retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Après. Dieu merci! Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me mêle de découvrir des vols. Je voudrais avoir autant de sacs de 1000 francs que j'ai fait pendre de personnes. Tous les magistrats sont intéressés à prendre cette affaire en main. Et si l'on veut faire retrouver mon argent, je demanderai justice, de la justice. Pour faire toutes les poursuites,
Marquise! Vous dites qu'il y avait dans cette cassette 10 000 écus, bien comptés. 10 000 écus? Chut, 10 000 écus. Le vol est considérable. Il n'y a pas de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime. Et s'il demeure impuni, les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté. En quelle espèce était cette somme? En bon louis d'or et pistoles. Qui soupçonnez-vous de ce vol? Tout le monde. Et je veux que vous arrêtiez prisonnier la ville et les faubourgs. Il faut, si vous m'en croyez, n'effaroucher personne. Et tâchez doucement d'attraper quelques preuves, afin de procéder après par la rigueur au recouvrement des deniers qui vous ont été pris. Je m'en vais revenir, qu'on me l'écorche tout à l'heure, qu'on me lui fasse griller les pieds, qu'on me le jette dans l'eau bouillante et qu'on me le pende au plancher. Qui? Celui qui m'a dérobé. Je parle d'un cochon de lait que votre intendant me vient d'envoyer et je veux vous l'accommoder à ma fantaisie. Il n'est pas question de cela. Et voilà monsieur à qui il faut parler d'autre chose. Ne vous épouvantez point. Je suis homme à ne vous point scandaliser. Et les choses iront dans la douceur. Monsieur, de votre souper? Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître. Ma foi, monsieur, je montrerai tout ce que je sais faire et je vous traiterai du mieux qu'il me sera possible. Ce n'est pas là l'affaire. Si je ne vous fais pas aussi bonne chère que je le voudrais, c'est la faute de notre intendant qui m'a rogné les ailes avec les ciseaux de son économie. Traître, il s'agit d'autre chose que de souper. Et je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent qu'on a pris. On vous a pris de l'argent? Oui, coquin. Et je m'en vais te battre. Mon Dieu, ne le maltraitez point. Je vois à sa mine qu'il est honnête homme. Et que sans se faire mettre en prison, il vous découvrira ce que vous voulez savoir. Oui, mon ami, si vous nous confessez la chose, il ne vous sera fait aucun mal. Et vous serez récompensé comme il faut par votre maître. On lui a pris aujourd'hui de l'argent. Et il n'est pas que vous ne sachiez quelques nouvelles de cette affaire. Voici justement ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant. Depuis qu'il est entré séant, il est le favori. On n'écoute que ses conseils. Et j'ai aussi sur le cœur les coups de bâton de Tanton. Ah! Qu'as-tu à ruminer? Laissez-le faire, il se prépare à vous contenter. Je vous ai bien dit qu'il était honnête homme. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est monsieur votre cher intendant qui a fait le coup. Valère? Oui. Lui, qui me paraît si fidèle. Lui-même, je crois que c'est lui qui vous a dérobé. Et sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Oui. Je le crois... Sur ce que je le crois. Mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez. L'as-tu vu rôder autour du lieu où j'avais mis mon argent? Oui, vraiment. Où était-il, votre argent? Dans le jardin. Justement, je l'ai vu rôder dans le jardin. Et dans quoi est-ce que cet argent était? Dans une cassette. Voilà l'affaire, je lui ai vu une cassette. Et cette cassette, comment est-elle faite? Je verrai bien si c'est la mienne. Comment elle est faite? Elle est faite comme une cassette. Cela s'entend, mais décrivez-la un peu pour voir. C'est une grande cassette. Celle qu'on m'a volée est petite. Oui, elle est petite si on veut prendre par là, mais je l'appelle grande pour ce qu'elle contient. Et de quelle couleur est-elle? De quelle couleur? Oui. Elle est de couleur... Là! D'une certaine couleur! Ne sauriez-vous m'aider à dire? N'est-elle pas rouge? Non, grise. Ah oui, gris-rouge, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a point de doute. C'est elle, assurément. Écrivez, monsieur. Écrivez sa déposition. À qui désormais se fier? Il ne faut plus jurer de rien. Et je crois après cela que je suis homme à me voler moi-même. Monsieur, le voici qui revient. Ne lui allez pas dire au moins que c'est moi qui vous ai découvert cela. Approche. Viens confesser l'action la plus noire, l'attentat le plus horrible qui ait jamais été commis. Que voulez-vous, monsieur? Ton traître, tu ne rougis pas de ton crime? De quel crime voulez-vous donc parler? Infâme, comme si tu ne savais pas ce que je veux dire. C'est en vain que tu prétendrais de le déguiser. L'affaire est découverte. Et l'on vient de m'apprendre tout. Comment abuser ainsi de ma bonté et s'introduire exprès chez moi pour me trahir, pour me jouer un tour de cette nature. Monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je ne veux point chercher de détour et vous nier la chose. Oh, aurais-je deviné sans y penser? C'était mon dessein de vous en parler, et je voulais attendre pour cela des conjonctures favorables. Mais puisqu'il est ainsi, je vous conjure de ne vous point fâcher et de vouloir entendre mes raisons. Et quelle belle raison peux-tu me donner? Voleur infâme! Ah, monsieur, je n'ai pas mérité ces noms. Il est vrai que j'ai commis une offense envers vous. Mais après tout, ma faute est pardonnable. Comment pardonnable? Un guet-apens, un assassinat de la sorte? De grâce, monsieur, ne vous mettez point en colère.
Quand vous m'aurez joué, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites. Le mal n'est pas si grand que je le fais. Quoi? Mon sang, mes entrailles, Panda. Votre sang, monsieur, n'est pas tombé dans de mauvaises mains. Je suis d'une condition à ne lui point faire de tort. Et il n'y a rien en tout ceci que je ne puisse bien réparer. J'y compte bien, et que tu me restitues ce que tu m'as ravi. Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait. Mais il n'est pas question d'honneur là-dedans. Mais dis-moi un peu, qui t'a poussé à cette action? Hélas, me le demandez-vous? Oui, vraiment, je te le demande. Un Dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il fait faire. L'amour. L'amour. Mais l'amour, ma foi, l'amour de mes louis d'or. Non, monsieur, ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté. Ce n'est pas cela qui m'a ébloui. Et je proteste de ne prétendre rien à tous vos biens, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai. Non, Forêt, de par tous les diables, je ne te le laisserai pas. Mais voyez quelle insolence de vouloir retenir le vol qu'il m'a fait. Appelez-vous cela un vol? Si je l'appelle un vol, un trésor comme celui-là. C'est un trésor, il est vrai, le plus précieux que vous ayez sans doute. Mais ce ne sera pas le père que de me le laisser. Je vous le demande à genoux, ce trésor plein de charme. Et pour bien faire, il faut que vous me l'accordiez. Mais je n'en ferai rien, mais qui est à dire? Nous nous sommes promis une foi mutuelle et on fait seulement de ne nous point abandonner. Le serment est admirable et la promesse plaisante. Oui, nous nous sommes engagés d'être l'un à l'autre à jamais. Je vous en empêcherai bien, je vous assure. Rien que la mort ne nous peut séparer. C'est être bien endiablé après mon argent. Je vous ai déjà dit, monsieur, que ce n'était point l'intérêt qui m'avait poussé à faire ce que j'ai fait. Mon cœur n'a point agi par les ressorts que vous pensez. Et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. Vous verrez que c'est par charité chrétienne qu'il veut avoir mon bien. Mais j'y donnerai mon ordre. Et la justice, Pandar effronté, me va faire raison de tout. Vous en userez comme vous voudrez. Et me voilà prêt à souffrir toutes les violences qu'il vous plaira. Mais je vous prie de croire au moins que s'il y a du mal, ce n'est que moi qu'il en faut accuser. Et que votre fille en tout ceci n'est aucunement coupable. Mais je le crois bien, vraiment. Il serait fort étrange que ma fille eût trempé dans ce crime. Mais je veux avoir mon affaire. Et que tu me dises en quel endroit tu me l'as enlevée. Moi? Mais je ne l'ai point enlevée, elle est encore chez vous. Ma chère Placette! Elle n'est point sortie de ma maison. Non, monsieur. Hé, dis-moi un peu, toi. Tu n'y as point touché, au moins. Moi? Y toucher? Ah, vous lui faites tort aussi bien qu'à moi. C'est d'une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlé pour elle. Brûlé pour ma cassette. J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma cassette trop honnête. Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue. Et rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspiré. Les beaux yeux de ma cassette. Il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse. Dame Claude, monsieur, c'est la vérité de cette aventure, elle vous peut rendre témoignage. Ma servante est complice de l'affaire. Oui, monsieur, elle a été témoin de notre engagement. Et c'est après avoir connu l'honnêteté de ma flamme qu'elle m'a aidé à persuader votre fille de me donner sa foi et recevoir la mienne. Et est-ce que la peur de la justice le fait extravaguer? Quel embrouille ici de ma fille? Je dis, monsieur, que j'ai toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour. Mais la pudeur de qui? À de votre fille. Et c'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Quoi? Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Oui, monsieur. Comme de ma part, j'en ai signé une. Oh, ciel! Oh, ton disgrâce! Écrivez, monsieur, écrivez! Engrègement de mal! Surcroît de désespoir! Alors, monsieur, faites le dû de votre fils et dressez-lui-moi son procès comme larron et comme subordonne! Ce sont des noms qui ne me sont point dus. Quand on saura qui je suis? Oh! Fille scélérate! Fille indigne d'un père comme moi! C'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données. Tu te laisses prendre d'amour pour un voleur infâme et tu lui engages ta foi sans mon consentement. Mais vous serez trompés l'un et l'autre. 4 bonnes murailles me répondront de ta conduite. Et une bonne potence me fera raison de ton audace. Ce ne sera point votre passion qui jugera l'affaire. Et on m'écoutera au moins avant que de me condamner. Je me suis abusé de dire une potence. Et tu seras roué. Tout vif. Oh, mon père, prenez des sentiments un peu plus humains, je vous prie. Et n'allez point pousser les choses dans les dernières violences du pouvoir paternel. Ne vous laissez pas entraîner au premier mouvement de votre passion. Et donnez-vous le temps de considérer ce que vous voulez faire. Et prenez la peine de mieux voir celui dont vous vous offensez. Il est tout autre que vos yeux ne le jugent. Et vous trouverez moins étrange que je me sois donné à lui, lorsque vous saurez que sans lui, vous ne m'auriez plus il y a longtemps. Oui, mon père, c'est celui qui me sauva de ce grand péril que vous savez que je courus dans l'eau, et à qui vous devez la vie de cette même fille. Tout cela n'est rien. Il valait bien mieux pour moi qu'il te laissât noyer que de faire ce qu'il a fait. Père, je vous conjure par l'amour paternel. Non, je ne veux rien entendre. Il faut que la justice fasse son devoir. Tu me paieras mes coups de bâton, hein? Ah, mais voilà un étrange embarras.
Qu'est-ce? Seigneur Harpagon, je vous vois tout ému. Oh, Seigneur Anselme, vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes, et voilà bien du trouble et du désordre au contrat que vous venez faire. On m'assassine dans le bien, on m'assassine dans l'honneur, et voilà un traître, un scélérat, qui a violé tous les droits les plus saints, qui s'est coulé chez moi sous le titre de domestique pour me dérober mon argent et me suborner ma fille. Qui songe à votre argent dont vous me faites un galimatias? Oui, ils se sont donnés l'un à l'autre une promesse de mariage. Cet affront vous regarde, Seigneur Anselme, et c'est vous qui devez vous rendre parti contre lui et faire toutes les poursuites de la justice pour vous venger de son insolence. Et ce n'est pas mon dessein de me faire épouser par force, de rien prétendre à un cœur qui se serait donné. Mais pour vos intérêts, je suis prêt à les embrasser ainsi que les miens propres. Voilà monsieur qui est un honnête commissaire, qui n'oubliera rien à ce qu'il m'a dit de la fonction de son office. Chargez-le comme il faut, monsieur, et rendez les choses bien criminelles. Je ne vois pas quel crime on me peut faire de la passion que j'ai pour votre fille. Et le supplice où vous croyez que je puisse être condamné lorsqu'on saura ce que je suis. Je me moque de tous ces contes. Et le monde aujourd'hui n'est plein que de ces larrons de noblesse, que de ces imposteurs qui tirent avantage de leur obscurité et s'habillent insolemment du premier nom illustre qu'ils s'avisent de prendre. Sachez, monsieur, que j'ai le cœur trop bon pour me parer de quelque chose qui ne soit point à moi. Et que tout Naples peut rendre témoignage de ma naissance. Tout beau. Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous risquez ici plus que vous ne pensez et vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu et qui peut aisément voir clair dans l'histoire que vous ferez. Je ne suis point homme à rien craindre. Et si Naples vous est connu, vous savez qui était Don Thomas d'Alburcie? Alors là, sans doute, je le sais. Et peu de gens l'ont connu mieux que moi. Je ne me soucie ni de Don Thomas ni de Don Martin. De grâce, laissez-le parler. Nous verrons ce qu'il en veut dire. Je veux dire que c'est lui qui m'a donné le jour. Lui? Oui. Ah, ah. Ah, ah, ah. Allez, vous vous moquez. Cherchez quelque autre histoire qui vous puisse mieux réussir et ne prétendez pas vous sauver sous cette imposture. Songez à mieux parler, ce n'est point une imposture. Et je n'avance rien qu'il ne me soit aisé de justifier. Quoi? Vous osez vous dire fils de Don Thomas d'Alburcie? Oui, je l'ose. Et je suis prêt de soutenir cette vérité contre qui que ce soit. L'audace est merveilleuse. Apprenez pour vous confondre qu'il y a 16 ans, pour le moins, que l'homme dont vous nous parlez périt sur mer avec ses enfants et sa femme, en voulant dérober leur vie aux cruelles persécutions qui ont accompagné les désordres de Naples et qui ont firent exiler plusieurs nobles familles. Oui, mais apprenez pour vous confondre, vous, que son fils, âgé de 7 ans, avec un domestique, fut sauvé de ce naufrage par un vaisseau espagnol, et que ce fils sauvé est celui qui vous parle. Apprenez que le capitaine de ce vaisseau, touché de ma fortune, prit amitié pour moi, qu'il me fit élever comme son propre fils, et que les armes furent mon emploi dès que je m'en trouvais capable, que j'ai su depuis peu que mon père n'était point mort comme je l'avais toujours cru, que passant ici pour l'aller chercher, une aventure par le ciel concerté me fit voir la charmante Élise, que cette vue me rendit esclave de ses beautés, et que la violence de mon amour et les sévérités de son père me firent prendre la résolution de m'introduire dans son logis et d'envoyer un autre à la quête de mes parents. Mais quel témoignage, encore autre que vos paroles, nous peuvent assurer que ce ne soit pas une fable que vous ayez bâtie sur une vérité. Le capitaine espagnol, un cachet de rubis qui était à mon père, un bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras, le vieux Pedro, ce domestique qui se sauva avec moi du naufrage. Hélas, à vos paroles, je puis ici répondre moi que vous n'imposez point. Et tout ce que vous dites me fait connaître clairement que vous êtes mon frère. Vous, ma sœur? Oui. Mon cœur s'est ému dès le moment que vous avez ouvert la bouche. Et notre mère, que vous allez ravir, m'a 1000 fois entretenu des disgrâces de notre famille. Le ciel ne nous fit point aussi périr dans ce triste naufrage, mais il ne nous sauva la vie que par la perte de notre liberté. Et ce furent des corsaires qui nous recueillirent, ma mère et moi, sur un débris de notre vaisseau. Après 10 ans d'esclavage, une heureuse fortune nous rendit notre liberté et nous retournâmes dans Naples, où nous trouvâmes tout notre bien vendu, sans y pouvoir trouver des nouvelles de notre père. Nous passâmes à Gênes, où ma mère alla ramasser quelques malheureux restes d'une succession qu'on avait déchirée,
Et de là, fuyant la barbare injustice de ses parents, elle vint en ces lieux, où elle n'a presque vécu que d'une vie languissante. Oh ciel, quels sont les traits de ta puissance et que tu nous fais bien voir qu'il n'appartient qu'à toi de faire des miracles. Embrassez-moi, mes enfants, et mêlez tous deux vos transports à ceux de votre père. Vous êtes notre père! C'est vous que ma mère a tant pleuré? Oui, ma fille! Ah, oui, mon fils! Je suis donc Thomas d'Albercy. Que le ciel garantit des ondes avec tout l'argent qu'il portait, et qui, vous ayant tous cru morts durant plus de 16 ans, se préparait après de longs voyages à chercher dans l'email d'une douce et sage personne la consolation de quelques nouvelles familles. Le peu de sûreté que j'ai vu pour ma vie à retourner à Naples m'a fait y renoncer pour toujours. Et ayant su trouver moyen d'y faire vendre ce que j'avais, je me suis habitué ici, où sous le nom d'Anselme, j'ai voulu m'éloigner des chagrins de cet autre nom qui m'a causé tant de traverses. C'est là votre fils? Mais oui. Je vous prends à partie pour me payer 10 000 écus qu'il m'a volés. Quoi, lui? Vous avoir volé? Oui, lui-même. Qui vous dit cela? Maître Jacques. C'est toi qui le dis! Vous voyez que je ne dis rien. Oui, oui, voilà monsieur le commissaire qui a reçu sa déposition. Pouvez-vous me croire capable d'une action si lâche? Capable ou non capable, je veux avoir mon argent. Ne vous tourmentez point, mon père, et n'accusez personne. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire. Et je viens ici pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il? Ne vous en mettez point en peine, il est en un lieu dont je réponds et tout ne dépend que de moi. C'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez, et vous pouvez choisir, ou de me donner Marianne, ou de perdre votre cassette. N'en a-t-on rien noté? Rien du tout. Voyez si c'est votre dessein de souscrire à ce mariage et de joindre votre consentement à celui de sa mère, qui lui laisse la liberté de faire un choix entre nous deux. Mais vous ne savez pas que ce n'est pas assez que ce consentement, et que le ciel, avec un frère que vous voyez, vient de me rendre un père dont vous avez à m'obtenir. Le ciel, mes enfants, ne me redonne point à vous pour être contraire à vos vœux. Seigneur Harpagon, vous jugez bien que le choix d'une jeune personne tombera sur le fils plutôt que sur le père. Ah non, ne vous faites point dire ce qu'il n'est pas nécessaire d'entendre et consentez ainsi que moi à ce double hyménée. Il faut, pour me donner conseil, que je voie ma cassette. Vous la verrez saine et entière. Mais je n'ai point d'argent à donner en mariage à mes enfants. Eh bien, j'en ai pour eux, que cela ne vous inquiète point. Vous vous obligerez à faire tous les frais de ces deux mariages? Oui, je m'y oblige. Êtes-vous satisfait? Oui. Pourvu que, pour les noces, vous me fassiez faire un habit. Soit. Allons jouir de l'allégresse que cet heureux jour nous présente. Oh là là, messieurs, tout doucement, s'il vous plaît! Qui me payera mes écritures? Nous n'avons que faire nos écritures. Oui, mais je ne prétends pas, moi, les avoir faites pour rien! Pour votre paiement. Voilà un homme que je vous donne à pendre. Hélas, comment faut-il donc faire? On me donne des coups de bâton pour dire vrai et on me veut pendre pour mentir. Seigneur Harpagon, il faut lui pardonner cette imposture. Vous payerez donc le commissaire? Oui. Allons vite faire part de notre joie à votre mère. Et moi, voir ma chère cassette.